êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Delta, l'émission 1, 2, 3 Soleil, l'émission consacrée à la franc-maçonnerie. On a donc 2 heures à passer ensemble, pour parler de franc-maçonnerie, pour parler de la Saint-Jean, pour parler des ados, des jeunes. On va parler même de Macron. Bah oui, Macron, on ne peut pas faire une émission de radio sans parler de Macron. Hein. C'est forcément un peu... on vous dira peut-être même si Macron est franc-maçon. Ah, il y a un scoop peut-être, allez savoir. C'est vrai qu'il a mis des signes un peu partout. Rappelez-vous, quand il est rentré, alors c'était où, au Panthéon, au Louvre, sous la pyramide. Incroyable quand même, hein. Incroyable cette pyramide. Donc on va vous dire tout ça, on parlera de la génération Y, on parlera du pont d'Arcole, j'ai entendu parler du pont d'Arcole tout à l'heure, on parlera évidemment de la Saint-Jean, on parlera aussi de l'avortement, parce que je crois qu'aujourd'hui on a perdu une grande dame, hein, Simone Veil, et donc Marie-Pascale va nous parler de l'avortement en Europe, ou des lois, j'imagine, des lois et de comment elles avancent, ou peut-être qu'elles reculent aussi en Europe. Certes, le pari est osé. À nous de créer une dynamique d'écoute directive et non un discours de prédicant qui s'adresse à de futurs adultes, quoique certains portent déjà en eux une forte connaissance de la vie. D'insinuer que s'il est viril de s'ébrouer sous le geyser d'une borne à incendie, ces incivilités ont généré en 4 jours un gâchis de plus de 600 000 m3 d'eau en Île-de-France. Paradoxe entre des personnes qui crèvent de soif tous les jours dans le monde et les nantis qui gaspillent librement. De mentionner que l'instruction gratuite qui leur est dispensée et dont ils se soucient peu se trouve être une loi maçonnique. De remémorer que l'homme, dont leur collège porte le nom, était un franc-maçon porteur d'un idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est justement parce que cet homme défendait ces valeurs profondes qu'il bouscule et piétine sans vergogne aujourd'hui que les miliciens sont venus le chercher un soir d'été en 1941. Ils l'ont enfermé tel un animal dans un wagon à bestiaux, puis l'ont envoyé vers une destination où la mort l'attendait. Dénoncer que si la franc-maçonnerie se trouve à leur côté, c'est pour semer en eux ce germe de valeur qu'une saine curiosité transformera en quelques années par 3 grands coups frappés à la porte du temple. Comme je l'évoquais précédemment, la barre est haute, mais pas infranchissable. Alors mes très chères sœurs et mes très chers frères, prenons de l'élan, buvons. L'Europe a établi des hiérarchies de normes concernant les droits fondamentaux. L'abolition de la peine de mort est au sommet de la pyramide de ces droits. On retrouve également dans ces droits fondamentaux le droit de la négociation, le droit de l'action collective, le droit de la protection des consommateurs. Par contre, l'article concernant la protection de la santé est théorique au niveau européen. Mais il est écrit dans ces droits fondamentaux que le droit à la santé doit être régi au plan national. Donc le droit à l'information sur la contraception, sur les pilules, sur tout ça, c'est du droit national, ce n'est pas du droit européen. Donc notre amie Viviane nous parlera de cette femme extraordinaire qui a été Simone Veil, de son engagement sur cet objectif de santé pour nous les femmes, indépendamment de toute autre considération. À nous, maintenant, à nous femmes, de continuer ces combats, en souvenir d'elle, de Simone Veil, et en souvenir de toutes les autres femmes avant elle qui ont combattu, qui se sont battues pour le droit de vote et pour tous les autres droits que les femmes ont acquis chèrement. Et j'en finirai par Fête de la Saint-Jean, puisque ça va être un de nos thèmes. Fête de la Saint-Jean oblige à la façon dont nous le pratiquons dans mon rite, le rite écossais ancien et accepté. Et j'aimerais que chaque femme qui a à choisir de subir un avortement dans sa vie puisse écrire son nom sur ce parchemin de papier que nous mettons dans notre cérémonie, que nous mettons à brûler, et qui est ce parchemin qui disparaît, qui efface tout ce qui s'est passé de pas bien dans cette année et qui nous permet de recommencer une nouvelle année. Notre rituel est un lien avec la nature,
La loge est décorée de végétaux à profusion et nous offrons au feu les grains de blé, l'huile et le vin. Nous allumons un feu qui brûlera le parchemin où sont tracées les lettres de nos noms, réduisant ainsi en cendres tout le mauvais, les rancœurs, les blessures de l'année. Retour à la magie des temps anciens. C'est un rite typique des civilisations agricoles et la culture d'un peuple conditionne l'idée qu'il se fait du sacré. Nos mythes prennent naissance dans un monde régi par la nature. L'individu n'est pas seul au monde. Il est comme le rameau d'un arbre, comme un grain de blé ou un grain de grenade. Alors c'est vrai que cela peut sembler étrange, décalé, suranné, de célébrer au cœur de Paris au XXIe siècle ce rite agricole anachronique. Pourtant, il nous relie à l'univers, à tous ces êtres humains qui, dans notre hémisphère nord, vont célébrer à leur manière le solstice, la nuit la plus courte de l'année, à partir de laquelle chaque nuit se rallonge un peu, jusqu'au solstice d'hiver, où la nuit sera la plus longue. La Saint-Jean d'été est l'héritière des fêtes païennes et des rites de célébration de la fertilité à son apogée au solstice d'été. Pour nous, citadins de ce XXIe siècle qui ne touchons plus la terre nourricière, c'est un rappel important. Nous formons un tout avec le cosmos. La terre nous porte et nous nourrit, nous devons la respecter, la ménager, la protéger. Nous avons besoin d'une terre riche et en bonne santé pour porter les graines et les fruits, nourrir les humains et les animaux. Nous avons besoin du feu du soleil pour les faire mûrir, besoin d'un air pur à respirer, d'eau potable à la disposition de tous. Mais pour bien rentrer en maçonnerie, je me suis dit qu'au fond, à ces moments où on parle beaucoup déjà d'une mort à venir et d'accueillir ceux qui sont passés à l'Orient éternel, il nous faut un peu d'espérance. Et qu'est-ce que ça veut dire l'espérance quand on est jeune ? Et quel est le passage dans Jean qui pourrait peut-être symboliquement nous convier à nous dire « amenons, rentrons dans les loges ». Qu'est-ce qu'on va trouver dans les loges ? Et puis j'ai pensé à, comme vous tous, à Jean 6, 17, 21. Voilà, bien sûr. Et Jean 6, 17, 21, je crois que Jean-Pierre le connaît par cœur. On peut essayer de jouer ça au loto, peut-être. On peut jouer ça au loto, il y avait 100 millions, mais en tout cas, c'est un moment qui est très joli, que vous connaissez tous. C'est le moment où en fait Jésus, encore pas tout à fait conscient de la totalité de sa divinité, vient de distribuer pour la première fois le pain et les poissons, et puis on sent en lui une confusion, une forme de peur. Il a peur, ce n'est pas son heure, il ne peut pas encore être roi, et il va se réfugier en haut de la montagne. Il va se réfugier en haut de cette montagne, en haut de l'esprit, vraisemblablement retourner voir son père, comme les premières fois où on se risque en dehors de la maison, un peu effrayé par ses propres pouvoirs. Il va laisser ses disciples à la moitié de la montagne, et puis les disciples eux-mêmes n'osent pas. Ils ne peuvent pas encore aller plus haut, ils ne peuvent pas gravir les chemins de la connaissance. Alors ils vont redescendre, et on connaît tous la suite, c'est le soir, bien sûr, c'est maçonnique, c'est le soir, hein, le jour n'est plus là, le Christ n'est plus là. Et il est dit, le soir, les disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'esprit soufflait fort et la mer était agitée. Comme ils avaient ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et qui s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent alors le prendre dans la barque et ils accostèrent là où ils allaient. L'interprétation écossaise qu'on peut vraisemblablement fournir de ce passage nous indique que l'esprit souffle fort pour celui qui commence à chercher la vérité. Vous vous souvenez tous de cette phrase magnifique issue de la Genèse, et l'esprit planait au-dessus des eaux. Et l'on voit bien qu'ici, l'homme, qui est déjà s'émancipe de son rôle simple de créature, se situe, non pas encore au ciel, mais déjà au-dessus des eaux. Ces eaux qui resteront calmes et tranquilles pour celui qui traversera la vie sans jamais chercher à voir plus loin que cette surface qui se découvre à lui, cette illusion dont pourront parler d'autres traditions. Et pourtant, à celui qui viendra au bord du lac pour aller accoster plus loin, à Capernaum, là où on a entendu pour la première fois la parole se dire, là où on a tenté de mettre de l'ordre dans le désordre, on connaît ce que veut dire un Capharnaüm, on sait moins que c'est là où la parole a tenté de mettre de l'ordre. Eh bien, pour celui-là qui viendra accoster avec nous dans la barque, dans nos loges, qui sont des barques qui sont comme nous, l'esprit va souffler fort. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut ne pas parler de Macron aujourd'hui ? C'est vrai que c'est omniprésent dans les médias, donc il n'y a aucune raison pour que nous n'en parlions pas ici.
Emmanuel Macron a été élu président de la République dernièrement, il y a très très peu de temps, avec maintenant une assemblée législative, une élection législative terminée. Et on a beaucoup parlé de toutes sortes de symboles. Alors, je voudrais d'abord dire que on a parlé du Louvre, on a parlé de la pyramide. Je vois très bien en quoi la pyramide est maçonnique. Ça a été, je pense, le fantasme de certains journalistes. Je pense que c'était plus une référence mitterrandienne, qui n'était pas maçon, qui était peut-être en revanche notre dernier roi de France. Et Macron, sans doute, a voulu inscrire ses pas dans ceux de Mitterrand, ce qui, personnellement, ne me gêne en aucune manière. Voilà. Macron a été élu, alors, sur en revanche quelque chose qui est peut-être plus maçonnique, l'idée de rassembler ce qui était part. Voilà. Et j'imagine qu'au deuxième tour, certains d'entre nous au premier tour, d'autres, beaucoup j'espère au deuxième tour, puisqu'effectivement le choix qui nous restait était un choix qui ne pouvait que heurter la sensibilité des humanistes et la faim. Voilà, donc bref, Macron a été élu. Nous avons un jeune président qui rassemble ce qui était part, et c'est très bien, voilà, nous n'avons pas à contester cela, qui maintenant a une majorité. Qui a posé, on l'a dit tout à l'heure avec les nourritures terrestres d'André Gide, Stendhal, ce qui ne me déplaît nullement, et les mémoires de Gaulle. Je crois qu'il y avait une partie. Alors les mémoires de guerre de Gaulle étaient ouvertes, Stendhal était fermé. Alors là, on va pouvoir goûter à l'infini sur les livres ouverts et fermés, surtout chez nous, surtout au rite écossais ancien et accepté. Ça, c'est effectivement intéressant. Voilà, Macron est là maintenant, il faut faire avec. Il me revient un souvenir de 1981, il y en a certains qui n'étaient pas nés autour de cette table. Je me souviens d'André Labarrère, que j'ai bien connu, qui je crois était un de nos frères au passage. Et André Labarrère est entré dans l'Élysée. Vous savez que Giscard avait mis le portrait de Louis XV dans son bureau, donc Mitterrand l'a viré. Donc Labarrère entre dans l'Élysée et croise le portrait de Giscard. Et Labarrère dit, pour le plaisir de faire un beau mot devant la presse, Louis XV s'en va, Louis XIV arrive. Voilà. J'aurais été tenté de faire un parallèle en disant de François Hollande, Gaston Doumergue s'en va, Bonaparte revient. Alors je dis pas du mal de Gaston Doumergue, puisque vous savez Gaston Doumergue est notre dernier président de la République à avoir été maçon, entre 1921 et 1926. Personnellement, pour moi, ce qui est le plus important quand on est franc-maçon, et qu'on a des convictions, et qu'on a de l'énergie, et qu'on dort pas beaucoup, c'est soi-même se lancer en politique. C'est ce que j'ai fait moi, en fait. J'ai toujours été un peu syndicaliste quand j'étais inspecteur des impôts, il y a très longtemps. Et puis avant, j'ai été proche des partis politiques. J'ai expliqué un jour à un ancien ministre de l'Intérieur, ce qu'était Internet. Et puis, une fois que j'ai été initié, au bout d'un moment, à force d'entendre à chaque fois qu'il fallait continuer au dehors, l'œuvre commencer dans le temple, je me suis dit, bon, d'accord, moi, je donne toujours des conseils, c'est facile, hein, mais j'ai décidé de me lancer en politique. Et je pense que ce n'est pas sot comme démarche, finalement, parce qu'on se construit à l'intérieur et on va donner son énergie dans le combat à l'extérieur. Donc, alors, Y, pour ceux qui ne sauraient pas, Y en anglais se dit why. Why, donc pourquoi ? Et pourquoi notamment, pourquoi l'autorité ? Et pourquoi, justement, leur questionnement sur la verticalité, puisque ce qui semble effectivement intéresser cette génération qui a pris le pouvoir, dont effectivement la clé de voûte est en quelque sorte ce jeune président, c'est effectivement l'horizontalité qui les intéresse beaucoup plus, c'est-à-dire le charisme, c'est-à-dire effectivement la compétence, au-delà de ce qui, soi-disant, les caractérise. Leur individualisme est aussi très, très solidaire. Mais ce qui compte, à mon sens, c'est leur questionnement. Le questionnement, effectivement, c'est ce soir ce que je n'ai pas à vous apporter de réponse, puisque je n'ai pas réfléchi préalablement. Et le questionnement, c'est justement la question qui ment. Et ce qui ment, c'est justement ce qui nous oblige à rechercher la vérité. Un petit peu comme nous l'évoquait Frédéric Pierre avec ses trous noirs. Les trous noirs, c'est trous blancs. Et donc, en fait, le chemin n'a pas de dessin. Le chemin, il est notre chemin. Nous sommes le chemin. Et c'est bien ce que disait, puisqu'on parlait de Jean, je suis le chemin, l'espérance et la vie. Donc, le chemin, c'est de réaliser ça. To achieve, c'est ça. C'est concrètement rentrer par le voyage, rentrer par la quête, dans cette notion même que nous sommes le chemin vers l'aletheia, vers la réminiscence, vers cette source que nous évoquions tout à l'heure. Et il nous faut prendre le temps. Il nous faut prendre le temps, il faut marcher.
Il faut connaître la fatigue, il faut connaître l'indifférence à tout. Quelle importance finalement, c'est peut-être le corps au pied qui est beaucoup plus important que le loyer en fin de semaine. D'ailleurs, je sais plus. Même si on est câblé avec le portable, le virement on verra plus tard, c'est pas le sujet. On l'oublie. Ce qui est peut-être plus important, c'est la fin de l'étape. Et donc, cette quête, ce refus de la puissance, ce refus du pouvoir, cette liquéfaction dans le chemin, dans l'effort qui va nous conduire à la montagne. Et si je veux dire une chose, ça me rappelle un ouvrage d'un alpiniste bien connu, un journaliste. Finalement, que sont les maçons du point de vue du temps courant achevant cette montagne, escaladant cette montagne, sinon des conquérants de l'inutile, mais les révélateurs d'eux-mêmes. Je voudrais juste, moi je suis une femme, je suis extrêmement terre à terre, et vous rappelez que ce terme de conquérant de l'inutile est un terme de nanti. Vous pouvez vous permettre de dire cela puisque vous n'avez rien à conquérir. Vous n'êtes pas dans le besoin. Vous n'avez pas besoin. Quand vous dites ça, ça veut dire que vous n'avez pas à chercher votre nourriture, que vous n'avez pas à chercher votre survie. Et c'est donc pour nous femmes qui sortons de cette conquête de nos droits, pour moi professionnellement, qui vois des gens dans le besoin, mais dans le besoin vital au quotidien, j'ai du mal à accepter cette réflexion, certes excessivement passionnante, mais je suis ramenée à cette réalité de cette obligation de dire on peut se permettre ça quand on a des droits. Il faut d'abord ces droits, il faut d'abord cette liberté, il faut d'abord ce minimum vital pour pouvoir penser. Quand on n'a pas ça, on ne peut pas penser. Ça me rappelle une autre pyramide, c'est celle de Maslow. Patrick. Est-ce que le micro est branché ? Oui. Oui, alors c'est très important ce que tu viens de dire, ma sœur. Et je te le dirais que d'autant plus important que ma vie, puisqu'on est plein, puisque Albert est mort, moi je suis un SDF converti. Et c'est la maçonnerie qui m'a converti. Et si, voilà, sans dogme fixe, mais je me suis retrouvé quasiment sous les ponts. Et donc, ce que tu évoques, je l'ai vécu profondément. Et je crois que c'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un état d'aliénation, de destruction personnelle, quand on est sous le besoin immédiat du soir, du coucher, de la bouffe. On n'est plus reconnu par quiconque, on n'ose plus aborder quiconque. Donc, on ne tient... Et ceux qui s'en sortent, à mon avis, sont ceux qui ont quelques accros amicaux, et encore. Et j'avoue que je dois ma présence autour de cette table sympathique, avec cet excellent whisky écossais, qui est un blended donc, de Malte, donc toute la qualité essentielle du rite que nous aimons bien, je le dois à un ou deux amis qui ont réussi à me suspendre, et puis la rencontre avec deux maçons. Et c'est ces deux maçons qui m'ont fait repenser, qui m'ont fait dire, écoute, ok, je crois que la première chose, c'est reconnaître ce qui se passe. Alors, dans la quête, nous évoquions Lord Dali. Et Lord Dali, nous n'avons pas évoqué Dieu, nous n'avons évoqué rien. C'est nous qui avons la responsabilité, à quelques stades que nous en sommes. Et ce qui est important, et c'est peut-être notre devoir de maçon, que tu viens de rappeler, c'est d'aller vers l'autre. Je me souviens que celui qui parlait de Jean et de l'OAJT nous avait rappelé que le Graal, dans la quête, c'était l'autre. Et donc, c'est notre devoir d'aller vers lui, parce que lui ne sait pas comment sortir. Il est dans l'aliénation totale. Je ne veux pas reprendre un discours presque syndical, dans une logique bien connue, matérialiste. Mais il y a ça. Et je dois dire que je reconnais à mes frères maçons que je leur dois fantastiquement. Alors, ok, je peux avoir aujourd'hui remonté la pente et avoir quelque chose de nanti, mais sans eux.
quand j'étais tout au fond, eh ben, je ne serais jamais remonté. Oui, merci mon très cher Jean-Laurent. Parce que ça ne vous a pas échappé, c'est l'été, c'est les vacances, et le temps est plus propice à la bagatelle et au libertinage qu'au travail. Et bien justement, puisqu'on va parler libertinage, il est temps de dévoiler à nos auditeurs curieux, et en particulier aux profanes qui nous écoutent pour enfin connaître ce qui se passe dans nos loges. C'est vrai quoi, on communique à tout va, on blogue, on tweet, on radiodiffuse, certains même se filment, mais les questions restent posées et restent mystérieuses. Que se passe-t-il dans le secret des loges? Que se passe-t-il lorsque les portes sont fermées? Quels rituels bizarres suivent les membres de cette horrible secte que l'on appelle franc-maçonnerie? À quoi servent tous ces symboles étranges et souvent macabres qui hantent nos temples? Je connais les réponses à ces interrogations. Je les connais pour les avoir lus dans les textes antimaçonniques les plus farfelus comme les plus illuminés. Contrôler l'économie mondiale, renverser les religions, corrompre les jeunes esprits, élaborer les lois de la République, faire des affaires, former des élites, mais aussi assassiner de petits-enfants, violer de pauvres vierges et boire leur sang, s'accoupler avec des chèvres et des boucs en invoquant l'Antéchrist. Eh ben non, eh bien non, rien de tout ça n'est vrai. La vérité est pire. Oui, la vérité est pire. Et je vais, chers auditeurs profanes, qui rêvaient en nous écoutant de savoir enfin ce qui se passe dans nos loges, je vais donc vous raconter, je vais tout vous raconter. Donc approchez-vous, collez votre oreille au lourd battant de la porte du temple. Ce ne sont pas des paroles de comploteurs que vous entendrez, mais un long soupir de plaisir, un murmure d'extase, quelques cris, un frôlement de la soie sur un cuir d'un tablier. À travers le trou de la serrure, ce ne sont pas des sœurs et des frères sagement assis que vous allez apercevoir, mais des corps mi-nus, mi-vêtus, ivres de désir, se frottant les uns aux autres dans une orgie sensuelle. Et oui, car une loge maçonnique n'est pas un temple dédié à la raison, mais le temple de l'amour, où tout invite au plaisir et à la chair, où Eros et Aphrodite se retrouvent. Bref, une loge est un lupanar discret où les sœurs et les frères se retrouvent pour... Bon, on a compris, mais avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Des preuves, Jean-Laurent, oui, bien sûr, j'en ai. Et je pourrais vous raconter de belles histoires, mais hélas, le serment que j'ai prononcé, que vous avez prononcé et que vous avez tous prononcé autour de cette table, ce serment donc m'engage à garder le secret et je vais donc parler par allusion. Et puis, vous le savez, les maçons ne sont plus opératifs depuis bien longtemps. Ils sont spéculatifs. Et il y a entre ces deux termes autant de distance qu'entre la pornographie et l'érotisme. Entre la pornographie qui donne à voir et qui expose, qui déballe et qui finalement passe à l'acte, et l'érotisme qui suggère, qui cache, qui évoque, qui incite, qui suscite. Alors regardons du côté des symboles maçonniques qui ornent les temples pour voir à quel point le rituel maçonnique est entièrement tourné vers les choses de l'amour. Et puisqu'il est symbole, rien n'est montré, rien ne se dévoile, il incite, il suggère, il suffit de savoir regarder. Tenez Jean-Laurent, un exemple criant du caractère sexuel des symboles maçonniques, puisqu'il s'affiche sur le logo de notre émission. Ces deux colonnes sur lesquelles se détachent directement les deux lettres B et J qu'on retrouve à l'entrée des temples maçonniques. Non. Ces deux colonnes B et J dans les temples maçonniques. Le rituel nous dit que B et J se rapporteraient aux colonnes du temple de Salomon. Ce seraient les initiales des mots hébreux imprononçables, alors que chaque maçon et chaque maçonne le sait bien. B et J sont les initiales de baiser et jouir, qui, comme chacun sait, sont les deux mamelles de la franc-maçonnerie. Merci Philippe. Alors, quelques mots pour conclure, mais peut-on conclure une telle émission? Tout d'abord, je voudrais vous parler d'un livre, parce que c'est le 4e volume des bouquins de Louis Trébuchet, et qui va traiter du rite écossais ancien accepté de 1804 à 2004. C'est un peu cher, mais vous en avez pour votre argent, parce que je crois que ça coûte une 60aine d'euros. C'est deux volumes pleins aux éditions Ubik, c'est une édition de Marseille. C'est un volume merveilleux. Achetez-le, lisez-le pendant vos vacances, et parce que vous avez de la lecture pendant ces vacances. Alors la lecture que vous aurez pendant les vacances, ce sont 3 cahiers. 3 cahiers, alors un cahier de l'apprenti, un cahier du compagnon et un cahier du maître, qui sont les cahiers de vacances du franc-maçon,
qui sont dus à la plume de Philippe Benhamou et au dessin merveilleux de Satt. Alors vous allez vous bidonner, mais en fait tout est vrai. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en plus vous allez vous marrer et vous allez le faire avec des choses qui sont vraies, qui sont rigolotes, qui sont marrantes. Ça va vous faire passer vraiment un super moment. Alors vous avez un cahier pour les apprentis, un cahier pour les maîtres et un cahier pour les compagnons. Donc 3 cahiers si vous avez bien suivi toutes mes explications. C'est pareil, n'oubliez pas de partir en vacances. C'est publié par les éditions d'Hervy et je vais vous dire un truc, c'est même moins de 10 € le cahier. Alors Oui, vous auriez tort de vous en priver. Jean-Laurent, présent. Est-ce qu'il y a les réponses à la fin quand même? Oui, il y a les questions et il y a les réponses, mais lisez pas tout de suite les réponses. Essayez d'abord de trouver avec les copines, les copains, les frères et les sœurs que vous trouverez en vacances les bonnes réponses aux bonnes questions. Philippe Benhamou. Et puis il y a aussi, évidemment, il y a des questions, mais il y a aussi des mots croisés, des coloriages. Enfin, c'est un peu le cahier de vacances qu'on avait quand on était gamin. Sauf que là, c'est pas votre papa, c'est pas votre maman qui va vous l'acheter, c'est éventuellement votre parrain ou le véné de la loge, à voir. Pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais seulement épeler, on peut faire des coloriages. Il y a des coloriages. Pas forcément le parrain. Ça vous rappellera quand vous étiez jeune. Je lis ça pour mes filleuls, pas forcément le parrain. Les filleuls peuvent se l'acheter tout seuls. Et ça vous rappellera, alors c'est un peu un manuel des castors juniors, mais super drôle, et puis pour les francs-maçons ou ceux qui aspirent à le devenir. Marie-Françoise. Oui, moi je voulais dire que ces cahiers de vacances du franc-maçon, je les rapproche du jeu du temple secret dont on avait parlé ici. C'est-à-dire que ce sont des nouveaux moyens extrêmement ludiques d'aborder l'étude et la connaissance. Parce que beaucoup de frères et de sœurs trouvent que c'est un peu ennuyeux de lire tous les bouquins de vulgarisation maçonnique. Ça les embête un peu. Alors que dès qu'ils se penchent dans le cahier, ils vont évidemment ne pas trouver la réponse aux questions, se précipiter vers les corrigés et se dire que mes flûtes, j'aimerais bien en savoir plus. Et étudier. Donc ce sont de nouveaux moyens d'étude et pas seulement des objets de divertissement. Par exemple, sous quel nom est plus connu Gérard Anaclet Vincent en Causse, auteur de nombreux ouvrages sur l'occultisme? Alors est-ce qu'il s'appelle Papon, Papa, Papou, Papus ou Papageno? Eh ben vous le saurez en lisant les cahiers du franc-maçon de Philippe Benhamou. Pourquoi ne pas donner la parole et ne pas faire venir des profanes? Bah oui, parce que disait Philippe. Bah oui, Philippe. Mais des profanes agissant dans la société. Non, mais des profanes à venir. Mais engagés, qui font quelque chose à venir sur les thèmes, des profanes, et ensuite. Voilà, en public, oui. En public ou pas. Enfin, des mini-publics, j'ai commencé à lancer des perches, mais je ne sais pas pourquoi ils ne répondent pas. Peut-être qu'ils ont peur. Tu peux faire ça pour un salon du livre, par exemple. Pour les salons de livres, il y a beaucoup de monde. On a fait des interviews profanes. Non, mais l'idée, ce serait de faire venir et de faire une thématique particulière. Notre objectif, c'est de rayonner comme c'est Philippe qui a trouvé le jingle, rayonner entre les oreilles. La radio qui rayonne entre les oreilles.